C'est le débat de ce Smart Impact. On parle communication, évaluation de votre communication RSE avec Jonathan Boutonnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur associé de la stratégie du développement de Patte Blanche. Et Thomas Parouti, bonjour, fondateur de l'agence Mieux, habitué quand même du plateau de Smart Impact. Vous êtes un de nos chroniqueurs. On est à la limite du rond de serviette, je n'aurais pas dire. Mais je veux quand même que vous nous présentiez vos agences respectives. Patte Blanche en quelques mots. Oui, en quelques mots. Patte Blanche, c'est une agence de communication engagée en faveur des transitions, qu'elles soient sociales ou environnementales. Ça fait presque 20 ans qu'on existe et qu'on accompagne les organisations pour rendre désirables ces enjeux de transition. On est une vingtaine et on a, depuis 2024, rejoint le groupe Bonhomme, qui est un groupe de communication d'intérêt général à vocation à être un leader en Europe. Et vous proposez un outil dont on va longuement parler qui s'appelle l'autodiag, auto-évaluation de sa politique RSE. Totalement. L'agence Mieux, en quelques mots. L'agence Mieux, on ne s'est toujours pas lancé dans l'armement ou dans l'intelligence artificielle. Franchement, vous n'êtes pas très à la mode. Alors que c'est un marché qui progresse. Non, on est sur un marché qui va un peu moins bien, qui s'appelle la communication RSE. Et donc, on aide les marques, les entreprises à valoriser leurs engagements auprès de leurs collaborateurs, de leurs parties prenantes externes. On lance des nouveaux produits qui ont quelque chose de circulaire, de durable. Et on lance une nouvelle activité sur l'innovation, parce qu'en fait, on le fait depuis plusieurs années. Donc, on aide les marques à inventer des produits, des services. Et donc, lundi, on va annoncer qu'on lance une activité qui va s'appeler Maintenant, et qui est là pour aider les entreprises à innover. On y reviendra, et évidemment, mais vous disiez la difficulté liée au contexte, parce qu'on parle de backlash depuis des mois, et c'est une réalité. Mais alors moi, j'entends plein de sons de cloche différents sur ce plateau, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui disent « bah non, on n'a rien changé, on continue, on garde nos engagements », et puis d'autres qui, effectivement, ont mis le pied sur le frein. Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? En fait, il y a une sorte de crise politique et géopolitique et une polycrise, comme on dit souvent. Et de cette crise, les entreprises sont contractées et prennent moins de décisions. Donc, elles réduisent leur budget de communication et leur budget de com RSE en particulier. Voilà. Mais elles continuent d'inventer, d'innover, de se préparer à la suite parce que leur terme n'est pas celui d'un mandat américain ou d'un mandat français. Ou européen. Donc, voilà, les sujets climat, ils continuent. Donc les entreprises continuent à innover. Moi, j'ai été il y a 2 jours là, avec un grand groupe de cosmétiques français, très connu, et ça bosse vraiment dur sur les sujets de circularité, notamment. Est-ce que vous tenez aussi ce discours plutôt rassurant ? Oui, je pense que le backlash, déjà, c'est aussi quelque chose qui est politique, c'est-à-dire dans le sens où certains médias ou certains politiques ont un intérêt aussi à aller dans le backlash et à dire qu'en fait, les préoccupations des Français n'est pas aussi, on va dire, engagées dans les enjeux environnementaux. Oui, mais ils sont là, ces politiques, parce que soit les Français, soit les Européens, soit les Américains ont voté pour eux. Oui, mais on constate en fait que, par exemple, dans les études, que par exemple, les préoccupations des Français restent assez fidèles en fait, sur les sujets environnementaux. Il y a aussi, par exemple, sur les élections municipales, on voit en fait que, par exemple, les Français demandent du coup aux élections et donc, durant les élections qu'il y a des attentes sur l'insécurité climatique, que ce soit les intempéries, que ce soit sur les canicules, que ce soit sur l'érosion des côtes. Donc, il y a vraiment en fait toujours un intérêt des Français et c'est la même chose pour les entreprises. En fait, il y a un intérêt par les entreprises de continuer à avancer. Et je pense qu'en fait, il y a un effet de loupe sur le backlash et sur certaines entreprises qui, on va dire, réduisent la communication, mais pour autant, nous, on constate que toutes nos entreprises qu'on accompagne continuent de s'engager et continuent à vouloir suivre leur feuille de route parce que c'est pas uniquement, on va dire, de la communication, c'est un vrai changement de business et c'est en fait stratégique pour eux pour être résilients pour demain. Il y a des études, par exemple, internationales qui disent que 89% des citoyens du monde considèrent que leur gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. Oui, mais ils ne votent pas forcément pour les listes qui portent ces engagements. Donc ça pose une question à laquelle vous répondez avec vos agences, qui est la question du discours, du récit, des nouveaux récits et de la capacité à emporter les citoyens qui se sentent parfois exclus, qui disent vous êtes bien gentil, mais votre transition environnementale, moi je ne peux pas me la payer, etc. etc. quoi. Mais c'est sûr qu'il y a une véritable attente de nouveaux récits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'hyperconsommation. On voit à la télévision des clashs, et alors, notamment sur les réseaux sociaux, où notre algorithme nous pousse de plus en plus de contenus extrêmement violents, avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, d'autres avec lesquels je suis hyper d'accord. Donc c'est même assez difficile psychologiquement d'assumer ça. Mais on voit bien qu'il y a aussi une attente d'espoir et que tous les projets qui sont sortis avec des discours positifs
On peut remonter à Demain, le documentaire qui était sorti il y a 10 ans, et aujourd'hui encore toutes les belles histoires. On voit Le Loup, le film du loup, la pub d'Intermarché à Noël. En fait, ces belles histoires, les gens sont touchés par ça, sont émus et ont envie d'aller dans cette direction. Et ils n'ont pas toujours envie de regarder ces news et la violence qu'il peut y avoir. Ouais. Alors, cet outil, il nous reste 7 minutes, il faut quand même qu'on rentre un peu dans le détail de ce que vous proposez les uns les autres. Cet outil d'autodiagnostic, déjà, moi, ça m'a surpris quand on a décidé de vous inviter. Comment l'idée est née déjà ? Pourquoi en fait, c'est une demande ? C'est vos clients ? Vous vous rendiez compte qu'ils avaient besoin d'évaluer leur politique RSE ? C'est plutôt une observation qu'on a, c'est qu'en fait, on voit que souvent les services de communication et les services RSE ne se parlent pas toujours, et c'est là où en fait on peut avoir des déséquilibres. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que des services RSE peuvent beaucoup agir globalement dans l'entreprise, mais les services de communication n'ont pas toujours les informations et parfois, en fait, on constate des déséquilibres. Donc, l'objectif de l'autodiag, c'est de permettre, en fait, à toutes les organisations, gratuitement, de venir sur le site et de répondre à une trentaine de questions qui permet à la fois d'évaluer leur maturité en termes de engagement et aussi en termes de communication RSE. Et l'enjeu pour nous, en fait, est d'évaluer s'il y a un déséquilibre. Est-ce que je communique beaucoup, mais pour autant, je suis, en fait, peu engagé ou en tout cas, je suis, en fait, au début de ma stratégie RSE, ou à contraire, je communique peu et pourtant je suis très engagé. Donc c'est, on va dire, entre les risques de greenwashing ou de greenwashing, c'est en effet comment on peut aller mettre des points, des faits sur ces déséquilibres-là. Le greenwashing, c'est le fait d'hésiter à parler de ce qu'on fait bien, quoi. Ouais, totalement. Et il y a deux stratégies, en tout cas, où il y a deux facteurs au niveau du greenwashing. C'est j'ai une vraie stratégie de ne pas vouloir communiquer parce que je veux éviter les bad buzz, je veux éviter de mettre la lumière sur moi. Ou deux, en fait, je ne sais pas si je suis suffisamment engagé, je n'ai pas les connaissances, et donc le service com, en tout cas la communication de l'entreprise, n'a pas en fait suffisamment d'informations pour en fait s'approprier la démarche RSE et communiquer et la valoriser. Et donc cet autodiagnostic, il peut permettre de le faire. Votre avis, Thomas Parouti, peut-être au-delà de l'autodiag, sur ce greenwashing, donc taire ce que l'on fait. On en a déjà parlé, je crois, ensemble sur ce plateau, mais moi, je suis toujours surpris de ça. Je peux le comprendre. C'est des marques qui sont pas parfaites. Personne n'est parfait. Je suis pas parfait. Il y a des trucs que je fais bien, d'autres pas bien. Et donc, je vais hésiter à parler parce que je me dis, oh là là, sur les réseaux, ils vont pointer ce que je ne fais pas bien. C'est ça ? C'est ce qui les incite à ne pas y aller ? Ouais, moi, je trouve que l'autodiagnostic là, que Patte Blanche propose aujourd'hui, il est hyper pertinent. Parce qu'en fait, il pose la question de l'alignement. Oui. Et en fait, c'est de l'attente majeure. C'est-à-dire que ce soit, et je prends souvent le même exemple des relations individuelles. Quand je suis en face d'une personne, je veux qu'elle soit alignée. Je veux pas qu'elle soit décalée, qu'elle me raconte des bêtises. Enfin, voilà. Donc, l'alignement est une attente très forte aujourd'hui des consommateurs. Quand on fait, par exemple, une campagne, nous, pour une marque où on dit on n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux, on avait fait pour une marque de Décathlon. En fait, les gens nous disent c'est génial d'avoir dit la vérité, d'avoir de l'humilité, de dire que vous progressez et tout. Donc aujourd'hui, la RSE, elle en prend plein la gueule. Donc il faut absolument être beaucoup plus professionnel, plus sérieux, avoir une RSE qui descende sur l'offre. Et je pense que cet autodiagnostic, il participe vraiment parce que on voit justement à la fois les menteurs et ceux qui sont trop silencieux et qui ne révèlent pas ce qu'ils font. RSE qui descend sur l'offre, ça rejoint ce que vous créez là, le fait de conseiller les marques jusqu'au produit, c'est ça ? Jusqu'au changement de modèle ou Patte Blanche et Mieux existe depuis 19 et 17 ans. On a fait des campagnes il y a 15 ans sur les ruches sur le toit, sur le vélo là, à la sortie de la cafette qui faisait les smoothies. On a fait des conneries quand même. Hein. Et aujourd'hui, en fait, on est dans le dur. Donc il faut aller sur le business et il faut démontrer. Donc c'est vraiment le business model des entreprises. Ouais, il faut démontrer que la RSE rapporte de l'argent. Et voilà, quand nous, on refait les slides des appels d'offres et que l'entreprise gagne, ben en fait, grâce à la note qu'elle a sur la RSE, ben en fait, du coup, la RSE est adorée du directeur commercial, du directeur financier et tout. Donc, il faut être plus business. Ouais, et je pense qu'on doit aussi sortir la communication RSE de son silo. On a beaucoup communiqué sur la stratégie en tant que telle, mais on a atteint un palier de maturité sur presque cet enjeu-là. Désormais, c'est comment la communication RSE démontre, et donc la RSE démontre qu'en fait, elle peut améliorer la vie des Français, la vie des collaborateurs, redonner du sens, parler d'emploi, parler de la santé, parler du Made in France. Comment en fait la transition permet ça. Et je pense que c'est là où en fait la communication RSE doit sortir du côté un peu reporting aussi avec la CSRD qui a pu nous amener dans ce sens-là et comment en fait on s'intéresse
aux vraies préoccupations des Français, aux vraies préoccupations des collaborateurs et évidemment du business des entreprises. Ouais. Cet autodiag, en préparant l'émission, je vois que vous le présentez comme à la fois ludique, pédagogique et exigeant. Alors, oui, il est exigeant parce que c'est une trentaine de questions, ça va aller chercher à la fois. Temps quand même, ça demande du temps. Aujourd'hui, à peu près environ une centaine d'entreprises qui ont réalisé l'autodiag et à peu près 400 qui l'ont commencé. Donc ça demande du temps, ça demande aussi de se mettre en relation entre les services com et les services RSE, mais ça permet aussi d'avoir, on va dire, un résultat automatique. C'est-à-dire qu'en fait, l'analyse est de suite envoyée et le côté ludique est fait qu'en fait, le résultat est incarné par un animal totem. Donc, par exemple, si l'animal, c'est l'ours en hibernation, ça veut dire qu'on est en retard ou voire on ne fait pas grand-chose en termes de communication et d'action RSE. Au contraire, si par exemple on est l'éléphant sur la banquise, ça veut dire qu'on est très engagé. Mais par contre, en termes de communication, on a des failles, donc du coup, les fondations ne sont pas bonnes. Donc, en fait, on a essayé de jouer pour pas éviter d'avoir des notes, parce que souvent c'est négatif, on n'a pas envie d'avoir ce côté très négatif, mais plutôt d'inciter les gens à s'améliorer. Et dans ce côté ludique, donne des premières bribes d'informations et de donner des actions à mettre en place très rapidement pour rééquilibrer du coup la communication et leur engagement. Thomas Paotti, est-ce qu'il y a beaucoup de vos clients qui sont dans une démarche en profondeur, c'est-à-dire presque de bascule de modèle économique ? Par exemple, on avait un invité, on parlait d'économie de la fonctionnalité, passer de la propriété à l'usage. Est-ce que c'est cette démarche-là, parce que là, c'est profond, quoi. Ouais. Alors, sur l'économie de la fonctionnalité, certains creusent, ils réfléchissent. Sur les enjeux de circularité, c'est plus facile. Quand on est une entreprise de grande conso, en fait, l'économie de la fonctionnalité, comme je vends un consommable, que ce soit un shampoing ou une tranche de jambon, par définition, il n'y aura pas beaucoup de circularité, d'économie de la fonctionnalité. Il peut y avoir de la circularité sur le packaging. Et typiquement, les grandes entreprises bossent beaucoup sur le packaging. Sur l'économie de la fonctionnalité, c'est vrai qu'il y a cet élan qu'on constate en ce moment dans le petit monde de la RSE. Ils étaient hier au Sénat, à l'Assemblée nationale. Enfin, ils ont discuté avec des députés et des sénateurs. C'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'en plus, il est plus rentable. C'est l'expérience WePlay Circular de Decathlon, où il démontrait que les produits étaient plus solides, plus réparables, ça fonctionnait vachement bien, que le directeur financier était content parce que c'était très rentable et que tous les pratiquants de sport faisaient plus de sport. Donc, on voit bien que l'économie de la fonctionnalité, c'est une des pistes majeures. Et d'ailleurs, c'est dans la définition de l'entreprise régénérative dont on parle beaucoup, c'est plus de circularité, plus d'économie de la fonctionnalité et des nouveaux récits. Donc ça, ces trois tendances, elles vont être majeures dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va parler de l'économie de l'eau avec Esther Creuser-Delbourg.